Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour traiter de l'œuvre la plus connue de Théodore Géricault, le radeau de la Méduse. Ce tableau représente un fait divers ayant eu lieu dans les années 1800. Nous allons vous raconter son histoire dans cette vidéo. Avant de devenir un tableau immortalisé par Géricault, l'histoire du naufrage de la frégate se nommant la Méduse commence en 1816. À cette époque, les partages de territoires africains se font entre les grandes nations européennes, notamment la France et l'Angleterre. Cette dernière finit par céder le Sénégal aux Français par l'insistance et les négociations de Louis XVIII. Environ 2500 ans après le naufrage de l'Odyssée, la frégate La Méduse part de l'île d'Aix pour allier le Sénégal pour un voyage d'environ 2200 miles nautiques, soit environ 4000 km de traversée avec 3 autres bateaux, la corvette Echo, le brick Argus et la gabarre Loire. Avant de partir, le capitaine du navire n'ayant pas navigué depuis plus de 20 ans reçoit les consignes suivantes. Après avoir reconnu le cap Blanc, veuillez vous rendre cap sud-sud-ouest afin de vous éloigner de la côte pendant 48 milles nautiques. Alors seulement un bout de terre reviendra, mais veillez à ne pas franchir les lignes des 100 mètres de fond. L'objectif pour la frégate est de devancer la saison des pluies. Pour cela, le capitaine de Chaumaré décide d'accélérer la cadence, même si son équipage est contre. Il perd alors patience et finit par perdre de vue les autres bateaux mis à part l'Echo. Sous l'impulsion de Richefort, qu'il considère comme son ami, et se disant connaisseur des côtes africaines, il croit passer devant le Cap Blanc et décide alors de suivre les instructions de navigation. Malheureusement pour lui et l'équipage, le bateau se trouve bien plus au nord. En cette date du 2 juillet 1816, l'équipage ainsi que le capitaine Hugues Duroy de Chaumaré naviguent depuis environ 2 semaines avec un peu plus de 400 personnes à son bord et ne se dirigent pas dans la bonne direction, comme l'indique l'Echo depuis un moment. Pourtant, des signes avant-coureurs pouvaient prévenir du naufrage, comme à la suite d'une escale à Tenerife où il commet une erreur de 110 km, soit 1 degré. À la suite de cela, de mauvaises décisions sont également prises par le capitaine. Par exemple, il ne veut pas sonder la profondeur par peur de perdre de temps, ou ne s'affole pas du changement de couleur de la mer. Son équipage effectue des sondages dans son dos et se rend compte de l'erreur de son capitaine. Finalement, De Chaumaré décide de changer de cap par la pression de son équipage et par le sentiment de danger, mais c'est trop tard, la Méduse s'échoue. L'équipage essaye de se répartir dans 6 canots, mais ils sont vite surchargés. De Chaumaré est dépassé. Le futur gouverneur du Sénégal, Julien Schmaltz, décide alors de construire un radeau. 150 personnes se mettent alors dessus. Par ailleurs, 17 membres de l'équipage tiennent tête aux ordres et veulent à tout prix rester dans l'épave de la Méduse. Le radeau coule sous le poids des survivants, la plupart ayant de l'eau jusqu'à la ceinture. Peu importe, De Chaumaré décide qu'il faut partir au plus vite, lui-même confortablement installé dans un des canots. Le radeau, tiré par les canots à l'aide de cordes, devient vite une charge trop importante. Rapidement, les liens entre le radeau et les canots sont rompus, accidentellement ou volontairement. C'est alors que débute un véritable calvaire pour les survivants présents sur le radeau. Dès la première nuit, les vivres disparaissent dans la mer à cause d'une tempête. Le radeau, ne mesurant que 20 mètres sur 7, bon nombre de survivants sont également emportés par les flots. Il ne reste plus qu'un sac de biscuits qui est partagé entre tous. Dès le premier jour, le stock de nourriture est vide. Au deuxième jour, on fait les comptes. Il ne reste déjà plus que 130 passagers, 20 ayant disparu dans les flots. Certains passagers commencent à perdre la raison. Le boulanger du bateau ainsi que 2 mousses se suicident en se jetant à la mer. Une partie des passagers veulent démanteler le radeau afin qu'ils périssent tous ensemble. Les officiers se mettent au travers, l'arme à la main. La bataille dure toute la nuit et au matin on se rend compte que 60 hommes ont péri. Dès le 3e jour, il ne reste plus que 65 survivants. Les jours avancent et la folie guette de plus en plus les survivants. Tiraillés par la faim, ils se jettent sur les cadavres. Le cannibalisme devient alors leur moyen de subsister. Au jour 5, ils ne sont plus que 30. La plupart ayant été emportés par les flots, par des blessures ou par de nouvelles confrontations. Certains furent également directement jetés par-dessus bord, dont des femmes qui avaient perdu leur mari. Le 17 juillet, l'Argus repère le radeau et recueille les survivants,
soit environ 10 personnes, dont parmi eux le chirurgien du bateau, Henri Savigny, qui échangea ensuite avec Géricault au sujet des conditions de vie à bord pour permettre au peintre de représenter la scène de façon réaliste. Le capitaine de la frégate sera par la suite condamné par le conseil de guerre de Rochefort. Il finira sa vie en étant privé de toutes ses décorations, sans la possibilité de naviguer à nouveau, et à 3 ans de réclusion. Théodore Géricault est né en France en 1791. Il est issu d'un milieu aisé, ce qui lui permet de côtoyer de grands artistes de son époque comme Pierre-Narcisse Guérin. Depuis son déménagement sur Paris à l'âge de 5 ans, il commence à se passionner pour les chevaux. Dans les années 1810, il entre dans l'atelier de Carl Vernet et devient un des peintres les plus prometteurs. Il se lie d'amitié avec un autre peintre bien en vogue à l'époque dans cet atelier, Eugène Delacroix, notamment connu pour son tableau La liberté guidant le peuple. En 1812, Géricault vient de finir sa première toile, Officier de chasseur à cheval chargeant. Ce tableau de Géricault met en avant un militaire pro-napoléonien et augmente la propagande d'un empire déjà surpuissant. Cette toile obtient déjà un grand succès auprès du public, mais également avec les critiques d'art présents à l'exposition. En effet, ses tons vifs et sa capacité de représentation de mouvement impressionnent déjà. Quelques années plus tard, d'autres tableaux suivront. Son inspiration se puise sur sa principale passion, les chevaux. En 1814, il réalise un tableau assez connu, Cuirassier blessé quittant le feu, où l'on voit un cuirassier s'échapper d'un feu en tenant un cheval. Événement que vivra lui-même Géricault 4 ans plus tard. À la suite de cet événement, Géricault propose sa candidature au concours de Rome, mais il échoue. Pourtant, il décide tout de même de partir en Italie et tombe en admiration pour les œuvres de Raphaël et de Michel-Ange. Lors de ce voyage, il est fasciné par ce qu'il voit en Italie, ainsi que par les sonorités de l'accent italien. Il continue durant cette période de peindre, mais le manque de son amour qui est resté en France commence à peser. Il décide donc de retourner à Paris, où il entend parler par l'intermédiaire d'un ami, d'un livre qui relate le récit des 2 survivants du radeau de la Méduse. Il réalise alors les horreurs de l'accident et demande une entrevue avec les 2 rescapés. Il perçoit alors la future notoriété que peut avoir la représentation peinte de l'événement sur sa carrière. Toujours autant amoureux de la beauté des chevaux, il continue d'en peindre, notamment avec le Derby d'Epsom en 1821, mais également avec Cheval dans la tempête en 1820. En 1822, à la suite de 3 chutes à cheval, sa santé est compromise. Il est difficile pour lui de peindre, mais il continue tout de même de travailler sur des lithographies. En décembre 1823, sa santé se détériore et en 1824, Géricault subit 2 opérations chirurgicales et décède à la suite de celle-ci. Comme un hommage posthume, le tableau du radeau de la Méduse devient une propriété de l'État pour la somme de 6005 francs. Lui qui de son vivant essaya pendant des années de le vendre à l'État. Le radeau de la Méduse est une œuvre romantique. Après 1 an et demi de labeur, Géricault propose son tableau au salon de 1819. Malgré le démenti de l'artiste, certains y voient une dénonciation de la royauté. Le titre sera même censuré, ce qui au final ne va que plus attiser la curiosité. La toile monopolise l'attention de la foule et de la presse. Le roi Louis XVIII aurait même affirmé « Monsieur Géricault, vous venez de faire un naufrage qui n'en est pas un pour vous ». Beaucoup de critiques d'art ne savent toujours pas comment aborder cette œuvre qui dérange les codes de la peinture et du beau idéal. Malgré tout, cette œuvre obtient la médaille d'or de l'exposition du Salon 1819. Ce tableau est depuis sa mort exposé au Louvre à Paris. Les dimensions du tableau sont importantes, 4,91 par 7,16 mètres. Géricault veut que la grande taille de son tableau marque les esprits. La composition de ce tableau est pyramidale. On peut observer qu'elle est formée de 3 grands triangles. Le peintre représente le faux espoir des naufragés qui aperçoivent un bateau au large, mais qui s'éloigne d'eux. Le bas du tableau représente la mort, avec un amoncellement de cadavres. Le mât déformé du bateau et la mer agitée représentent les conditions difficiles dans lesquelles vivent les survivants. Et enfin, on aperçoit l'éclaircie au-dessus, avec l'espoir des derniers passagers et le bateau à l'horizon. Les couleurs du tableau sont sombres, réduites, relevées par quelques touches de rouge.
Géricault voulait une teinte globale qui rappelle la mort. Il utilise abondamment du bitume pour améliorer la qualité des brins. Malheureusement, on sait aujourd'hui que ce produit s'assombrit au fil du temps, ce qui va rendre le tableau beaucoup plus sombre qu'à son origine. Géricault voulait concilier l'art et le réel. Pour étayer ce propos, il décida d'étudier à travers des livres, des témoignages, des représentations dessinées ou poser des personnes afin de se rapprocher au maximum de la réalité. Tout élément qui pourrait l'aider à peindre passe donc dans son atelier. Il réalise les divers éléments de sa peinture à travers des dessins et finit même par créer une maquette de cire pour placer les divers personnages. Il aura notamment fait appel à son ami Delacroix pour peindre son dos, ou encore Joseph qui finira comme la personne porteuse d'espoir sur son tableau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tour des Arts. Soyez à l'affût, nous traiterons bientôt de l'art romantique. D'ici là, bonne semaine à tous, signé Maxime et Gauthier. N'hésitez pas à commenter et à laisser un pouce bleu.